Bonjour à tous et toutes, suite et fin pour la saga Hunger Games au cinéma avec La Révolte partie 2, toujours réalisée par Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Ils n'ont toujours aucun lien de parenté, mais c'est pas grave. Le film prend donc la suite directe de la première partie avec donc tous les efforts, les derniers efforts de Katniss et de la résistance menée par le district 13 et les autres districts pour mener l'assaut final vers le Capitole et destituer le président Snow et pouvoir enfin restaurer la liberté dans le pays, dont je ne sais toujours pas quel est ce pays, parce que dans le film ils ont toujours pas clairement défini quel est ce pays, mais bon. C'est une saga que j'aime bien, Hunger Games, de façon globale. C'est avant de parler de ce film-là, j'aime beaucoup ce qu'essayent de faire les 4 films, parce que c'est une saga qui parle presque uniquement d'idéologie et de comment on les transmet. Comment est-ce qu'on crée une idée, comment est-ce qu'on la met, comment est-ce qu'on l'habille, quel mot est-ce qu'on met dessus, et comment est-ce qu'on les transmet. Ce qui est intéressant en plus avec cette saga, et là ça va être, je vais commencer avec le 1 mais je vais finir sur le dernier, c'est la façon dont elle est reçue. Parce que sur un film qui est basé sur la communication, la manipulation de l'information, etc., normalement, le spectateur devrait avoir une idée assez claire de ce qui a été dit à la fin du film, ou de ce que dit le film. Et pourtant, c'est pas encore trop le cas. La première fois que j'ai été confronté à ça avec Hunger Games, c'est là que j'ai su que ça allait être compliqué pour cette saga, c'est un réalisateur, alors je vous dirai pas lequel, mais un réalisateur qui était venu dans notre école pour nous faire une formation, et à qui on avait parlé d'Hunger Games, et on lui demandait ce qu'il en pensait rapidement, parce qu'on était en fin de cours, on faisait des petites questions un peu rigolotes. Et il décide de nous dire que pour lui, les costumes et les designs en général d'Hunger Games premier du nom, donc à l'époque, étaient moches. Alors à l'époque, j'avais pas vu le film, donc j'ai pas pu lui répondre, mais quelqu'un dans la salle lui avait dit, mais c'est le but justement du film, c'est de montrer que, enfin, on sait que ces gens sont mal habillés, c'est tout ce qu'ils disent justement quand les personnages arrivent, tout ce qu'ils regardent, c'est les gens du Capitole, et ils font, mais comment est-ce qu'ils sont habillés, c'est dégueulasse. Parce que toute l'idée, c'est que ce sont des gens à qui on a indiqué ce qui était beau. C'est des gens à qui on a forcé à apprécier certaines choses. Évidemment, on apprécie le luxe, la bonne nourriture et les belles fringues, mais eux, on leur a dit, voilà, ça c'est le beau, selon l'état, et puis ça c'est le beau, et puis ça c'est le beau, et puis ça c'est le beau. Et en fait, on a des gens qui savent même plus vraiment ce qui est beau, mais qui mettent tout ce qui doit être mis, ou tous les décors qui doivent être mis, et qui deviennent du coup assez horribles, mais horrible avec une accumulation de beau qui indépendamment pourrait être beau mais qui mis ensemble est moche. C'est quelque chose de très particulier. C'était un design du vomitif, du trop et du mauvais goût en général. C'est-à-dire que on peut vous faire apprécier n'importe quoi du moment qu'on vous dit que c'est joli et que ça a l'air d'être assez riche. Et c'est toute l'idée pour dénoncer la communication de Snow. Les Hunger Games eux-mêmes sont cette idée-là. Je crois que j'en ai déjà parlé ça dans une critique. Mais les Hunger Games eux-mêmes étaient cette idée, c'était que on avait créé ce système pour contrôler les peuples, mais manipulé de la bonne façon. Tous ceux qui étaient au pouvoir pensaient que c'était un truc plutôt cool et que c'était quelque chose qui permettait du coup de maintenir le calme de façon plutôt tranquille et en évitant le maximum d'effusion de sang. Et que c'était du coup quelque chose de positif. Alors qu'à la base, les Hunger Games, en principe de quelque angle qu'on les prend, sont mauvais. Et il y a plein de gens qui du coup ont aussi critiqué le principe de base de la saga Hunger Games, c'est-à-dire comment est-ce que les Hunger Games peuvent fonctionner, comment est-ce que ça peut marcher, etc. Oubliant au passage d'ailleurs que c'était de la science-fiction, que le principe c'est que ce soit une dystopie et que du coup on invente effectivement des choses qui n'existent pas, mais qui pourraient quelque part exister, et c'est ce que nous montre ce truc-là, c'est que si on laisse les choses se faire suffisamment lentement et suffisamment progressivement, sans même s'en rendre compte, on peut arriver à des passages, à des situations comme celle-là. Et cette idée du point de vue, de la réception de l'idée, etc., va être intéressante par rapport à ce film-là, et par rapport à quelque chose de très particulier dont je suis pas apte à parler, donc je vais vraiment essayer d'aborder ça le plus vite possible en faisant le plus attention possible. Si vous voyez beaucoup de cuts et si je ralentis, c'est que c'est pour ça. Nous sommes actuellement, alors aujourd'hui cette vidéo, le 20 novembre. La semaine dernière, il y a eu des attentats à Paris, et du coup, j'ai reçu déjà pas mal de messages vis-à-vis d'Hunger Games Révolte partie 2, me disant en fait, le groupe dont fait partie Katniss à la fin, c'est des terroristes. Et en fait, on accepte ça et on laisse passer ça que parce qu'ils sont du côté des gentils. D'une part, c'est une
excellente question sur la notion de ce qu'est un groupe terroriste, de ce qu'est le terrorisme, de comment ça fonctionne, de ce qu'il y a de différent entre une armée classique et une armée terroriste. Voilà, c'est des questions auxquelles je n'ai pas les réponses et je suis pas apte à les apporter, mais c'est des questions à poser intéressantes. Parce que ce ne sont pas des terroristes. Ou plutôt ce sont des terroristes par la force des choses, mais à la base, c'est un groupe de résistants. Et ce qui s'accumule au fur et à mesure, c'est que ça devient une armée, une vraie armée, parce qu'elle arrive à récupérer beaucoup de gens autour d'elle. Et ce mouvement que Snow qualifie de terroriste, mais c'est normal, devient au fur et à mesure une vraie armée de rébellion et permet de faire quelque chose. Mais c'est Snow qui veut qu'on les voit comme des terroristes. On n'est pas censé, à aucun moment, étant du coup les gentils, les voir comme des terroristes. Puisque l'idée, c'est pas qu'ils sont censés amener la terreur, c'est qu'ils sont censés amener la liberté. C'est Snow qui manipule l'idée pour qu'on la reçoit comme ce sont des terroristes et ils font des choses mauvaises et graves. Alors après, tout ça, c'est des questions d'éthique et des choses genre là. Je suis pas apte à parler de ce genre de choses. Ce sont les questions que soulève Hunger Games. Et moi, je trouve ça paradoxal, quelque part, parce qu'en plus, la saga est bien faite, elle montre bien. Et je trouve ça paradoxal que certaines idées comme ça puissent être aussi mal perçues et mal retournées, qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière cette idée-là. Et si cette saga me plaît bien au final, et si j'aime bien en quoi elle se termine maintenant, c'est que c'est un parcours du héros, le Hunger Games, tel que je vous l'ai décrit en particulier avec Neo. Et il y a peu de films qui le font comme ça. Mais c'est l'histoire d'un personnage qui est dans un monde qui va pas bien, qui va apprendre comment ça fonctionne, parce que depuis le premier film, elle apprend la communication, elle apprend à porter des belles robes qui se mettent en feu dès qu'elle se met à tourner. Encore un truc fabriqué en Chine, et elle apprend comment répondre devant les caméras, ce qu'il faut dire devant les caméras, des choses dans ce genre-là. Et depuis qu'elle est récupérée par le district 13, elle apprend à faire la même chose, mais pour de la communication de propagande de rébellion, pour propager les idéaux des rebelles au régime monarchique, totalitaire et dictatorial de Snow, et utiliser tout ce qu'elle a appris pour transmettre son message, ses idées et appeler du coup à la liberté. À voir comment ça se termine dans le film, de façon plutôt intelligente et intéressante, parce que effectivement du coup les questions qu'on peut se poser en voyant le film sont traitées de façon assez logique et assez bonne. Et du coup, vraiment j'ai le sentiment d'une saga qui se termine plutôt bien. J'arrête sur tous les à côté là. J'ai le sentiment d'une saga qui s'arrête plutôt bien, qui marche plutôt bien, qui amène vers un bon dénouement. Beaucoup de gens sont en train de commencer à dire que le film est long à se terminer. Ce que moi je trouve logique. Il y a un rythme très chaotique à la fin du film. À partir du moment où on arrive véritablement aux dernières étapes, où les personnages sont plus très loin du président Snow, il y a toute une succession de scènes qui donnent l'impression d'être terminées avant que quelque chose ait été accompli, avant que une mission soit atteinte. Ou des choses dans ce genre-là, et on a l'impression que les idées ne sont pas traitées et on comprend pas trop comment fonctionnent les personnages. Ce qui est assez normal, c'est en fait l'idée de montrer à quel point c'est chaotique, à quel point le fait qu'à un moment il y ait plus de contrôle officiel amène à quelque chose qui fonctionne plus très bien. Le film à ce moment-là est à moitié en train de dérailler. Et on sent un petit peu que les scènes ont un rythme beaucoup plus court, ou coupent trop tôt, ou des choses en genre là. Ce que je trouve assez bien fait, encore une fois, c'est pas des grands films au niveau de la réalisation, hein. C'est pas des films où il y a énormément de sens, avec des plongées, des contre-plongées, des surcadrages, des choses en genre là. Mais il y a des moments concrets où c'est important de montrer les sentiments du personnage. Et à ce moment-là, la mise en scène le montre plutôt bien. Là, du coup, il y a un changement de rythme. Il y a un moment où Katniss prend la décision aussi de faire quelque chose en particulier. Elle est dans une scène de bal et d'un seul coup, la caméra s'arrête et se met à tourner autour d'elle. Alors, ce qui peut déjà être un petit clin d'œil à Carrie de Brian De Palma, mais ce qui montre surtout à quel point elle est elle-même déstabilisée et à quel point les idées tournent dans sa tête et elle se dit bon, faut que je fasse ça, je suis en train de me lancer dans le truc, c'est ma mission, c'est machin, il faut que j'y arrive. Et elle doit y aller. Et donc encore une fois, c'est pas des films ultra bien faits en termes de mise en scène, on va dire à émotion, mais c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien montré. Les acteurs sont tous excellents, avec une mention spéciale bien évidemment pour notre regretté Philip Seymour Hoffman. Donc c'est l'une des dernières apparitions à l'écran.
ils ont pas fait le traitement Paul Walker, c'est-à-dire qu'ils ont pas fait une doublure numérique ultra proche du vrai, etc. Mais ils ont fait quelques traitements numériques pour le réintégrer dans quelques plans. Il lui manquait quasiment rien à tourner. Il avait fini encore une semaine. Cela dit, il est possible, parce que il est tellement absent de la fin de ce film-là, que c'est fort probable que les dernières scènes qu'il a tournées soient les scènes du climax. Parce que si je dis quoi que ce soit d'autre, je vous spoil ce qui se passe à la fin du film. Et lui aussi, du coup, joue extrêmement bien. Il y a toute une scène en particulier où il est à côté de la présidente Coyne, qui est jouée d'ailleurs par Julianne Moore. Je sais même plus si je l'avais dit dans la critique du film d'avant. Et elle est en train d'avoir une espèce de moment d'émotion, et il lui fait juste un regard. Il est un peu, je regarde mon angle, hein, parce que j'ai mon moniteur de retour. Il est un peu comme ça. Il la regarde un peu de loin comme ça. Et il a juste un tout petit truc dans l'œil. Il a un petit rictus. Il a un très léger début de sourire. Et on comprend tout ce qu'il pense de cette femme en un plan. C'est ça le talent de Philip Seymour Hoffman. Il peut être aussi bien dans l'exubérance et le rôle lui-même qui montre ce qu'il est, que dans la toute petite nuance. C'est vraiment tragique qu'on ait perdu ce mec. C'est incroyable. Mais oui, du coup, enfin voilà, c'est une saga qui a été bien faite grosso modo de A à Z, parce que j'ai jamais vraiment détesté un des passages. De ce dernier volet est assez bien réalisé également. Reste qu'effectivement, il y a un très léger effet Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, mais beaucoup moins important que dans un Seigneur des Anneaux, Retour du Roi. On va dire qu'il y a trois scènes, un peu trop, 2-3 scènes un peu en plus, mais qui sont plutôt bonnes et que moi je trouve importantes. Dire que ces films-là se terminent trop vite, c'est nier aussi que c'est le 4e film d'une saga, et qu'il y a beaucoup de choses à fermer. Il y a beaucoup de parenthèses qui ont été laissées ouvertes, il y a beaucoup de choses à finir d'expliquer, beaucoup de sujets encore à traiter. Il y a des choses qui sont arrivées de façon tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de les traiter dans l'histoire, parce que c'était la guerre et qu'on pouvait pas gérer la disparition de chaque personnage. Mais il y a des disparitions de personnages qui sont importantes à traiter aussi, et que je trouve le film traite plutôt bien. La réaction de Katniss, en particulier dans les dernières scènes, je les trouve assez justifiées et assez belles. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que j'ai enfin vu un triangle amoureux bien traité. Depuis que ce triangle s'est installé, je savais pas où ça allait mener, évidemment, j'ai pas lu les bouquins, encore une fois. Excusez-moi, je peux pas lire tous les bouquins qui sont adaptés, parce que je vous signale que les 3/4 des films que je vois sont qui sortent au cinéma sont des adaptations. Donc s'il faut tous les lire avant, on n'a pas fini. Et en plus, le travail justement d'une bonne adaptation, c'est qu'on n'ait plus besoin de lire le bouquin en principe à la fin. Bref, il y a une évolution de la relation entre Katniss, Peeta et Gale, qui est vachement intéressante, parce que c'est traité de façon très adulte. C'est-à-dire que Katniss sortait avec Gale quand elle avait encore, je sais pas, elle avait même pas atteint les 20 ans, je crois, dans le premier film. Je parle de film, hein, pas de l'actrice, parce que l'actrice, je sais qu'elle est très jeune, mais il me semble qu'en principe, quand elle démarre l'histoire, elle doit avoir 17 ans ou 16 ans, un truc dans ce genre-là. Et quand on finit cette histoire-là, il y a 3-4 ans qui se sont passés, c'est déjà devenu une jeune adulte, qui a vécu la guerre en plus. Et du coup, il y a toute une évolution de la relation entre ces trois personnages, et en particulier entre deux personnes qui sont sorties ensemble à une époque où elles étaient des personnes complètement différentes, c'est-à-dire où elles étaient adolescentes. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que voilà, c'est comme ça que ce triangle amoureux est intéressant à traiter, c'est que ils ont eu quelque chose de très très fort, ils se connaissent très très bien, mais ils ont tellement changé dans ces derniers temps que la question d'être ensemble ou pas est finalement totalement ouverte, parce que ils sont plus les mêmes personnages. C'est en ça que c'est intéressant à traiter un triangle amoureux. Très souvent, le problème, c'est que les romans adaptés de littérature jeunesse traitent ça pour la simple, comment dire, pour simplement émoustiller la lectrice, ou le lecteur à la limite. Mais c'est un peu ça le truc, c'est un peu, elle est tellement bien qu'elle a 2 mecs à ses pieds, typiquement Twilight. Mais là où Twilight le fait en faisant un choix très clair, c'est-à-dire que clairement, elle préfère Edward et non pas Jacob. Ici, il y a vraiment une question qui est posée, parce que elle était avec Gale avant, mais la relation avec Peeta à la base était censée être quelque chose de complètement faux. Donc est-ce que ce truc complètement faux est vraiment devenu si réel que ça, ou est-ce que c'est juste eux qui se sont auto-persuadés? Tout ça est basé sur, encore une fois, une saga basée sur l'idéologie, la façon dont les idées rentrent dans la tête, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. C'est très intéressant à poser, et tout ce qui se passe vis-à-vis de Peeta dans ce film-là est assez intéressant aussi.
Il y a beaucoup de gens qui estiment que le fait de traiter Peeta et le fait que Katniss ait envie de voir Peeta est quelque chose de chiant à voir au cinéma. Écoutez, si vous aimez pas la partie romantique, tant pis, mais on s'en fout. Enfin, c'est aussi quelque chose qui prouve beaucoup sur les personnages et qui dit beaucoup sur les personnages quand c'est bien utilisé. Et il se trouve que là, pour une fois, ça l'a bien été. Arrivant à 4 films, je comprends enfin pourquoi il y avait ce triangle amoureux et il avait une logique, il avait un sens. Et quand il arrive à son terme, c'est vraiment intéressant de voir les dilemmes moraux qu'il peut y avoir dans la tête du personnage et les dilemmes sentimentaux et amoureux. Rapidement, en termes d'action, c'est très bien foutu, parce que c'est assez démesuré, assez sec et violent, assez bien filmé. Ça reste du PG-13, donc il faut... non, ça reste du tout public, donc il n'y a pas d'énormes effusions de sang, trucs dans ce genre-là, mais il lésine pas sur les morts, il lésine pas sur les scènes violentes, en particulier psychologiquement, parce qu'il se passe des trucs assez violents psychologiquement quand même dans ce film, c'est la guerre, malgré tout. Les effets spéciaux sont très bien faits, je suis pas totalement convaincu par la 3D, alors déjà un truc étrange, mais aux États-Unis il est pas sorti en 3D, mais chez nous si. Alors déjà, est-ce que ça veut dire quelque chose? En ce qui me concerne, quand j'ai vu le film, je trouvais que la 3D était très bonne pour certains plans. Il y avait notamment beaucoup de plans qui travaillaient à la profondeur. Je vais venir d'ailleurs au décor d'ici 2 secondes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les décors, même si ce sera rapide. Et donc des plans en profondeur et puis des plans travaillés sur la gestion du volume et de l'espace, des personnages en premier plan avec des personnages en arrière-plan, des choses genre là, et travailler du coup les rapports. Mais il y a beaucoup de plans où j'ai trouvé que la 3D était assez mauvaise. Beaucoup de plans où je trouvais que l'effet 3D ratait. Et certains passages où la caméra, alors je semble être une caméra pellicule et non pas une caméra numérique, et surtout pas configurée à la base pour tourner en 3D, et donc avec un shutter, navré, je vous parle de trucs, un shutter normal, qui fait qu'il y a beaucoup de flou de bouger, et que parfois, quand la caméra doit faire un panoramique, doit recadrer quelque chose, vous aurez donc ce flou sur le mouvement, vous savez c'est toujours ça, le flou de bouger, voilà, c'est ce qui est là. Le truc qui est flou dans mes... Alors au lieu de voir tous mes doigts nets, vous les voyez flous quand ils bougent. Et c'est ce qui, souvent dans les premiers films 3D, déstabilisait les gens et créait des réactions très étranges. C'est marrant, mais c'est la 3D qui a enfin fait prendre conscience aux gens qu'il y avait de la profondeur de champ dans les films. Les gens ont commencé à gueuler parce qu'il y avait du flou en fond et qu'avec le flou on voyait pas, sans se rendre compte que il y a toujours eu du flou en fond d'une image et que dans une 3D ça faisait juste une surface quelconque et les personnages qui se détachent devant, ça marche quand même, il y a quand même de la profondeur. C'est pas parce qu'elle est floue qu'elle marche pas. Mais ce flou de bouger en particulier a attiré les gens vers les effets de flou et les choses qu'ils voyaient pas bien et qui étaient pas nettes dans le film. Marrant, un effet secondaire étrange de la 3D. Et donc je pense que le film a pas vraiment été pensé pour être en 3D de A à Z. Je saurais pas dire pourquoi. Donc voilà, j'ai peut-être un petit bémol à mettre au niveau de la 3D. Cela dit, à certains moments, elle est vraiment extrêmement bienvenue, en particulier dans certains décors. Parce que si vous l'ignorez, Hunger Games, cette partie en particulier, partie 2, la révolte partie 2, a été tournée à Ivry-sur-Seine et à Noisy-le-Grand. Une ville qui a un nom que j'aime énormément, Noisy-le-Grand, puisque on a l'impression qu'elle a été nommée comme ça parce que les gens venaient y noyer l'aîné de la famille à chaque fois qu'ils naissaient, mais... Voilà, ils sont allés à Noisy-le-Grand dans ce qu'on appelle le Palazzo d'Abraxas, qui sont en fait des habitations. Je crois même que ce sont des HLM, créées par un architecte qui s'appelle Ricardo Bofill, et qui sont en fait un lieu réel. Quand vous allez à la scène, vous allez forcément vous dire, avec un décor comme ça doit être décor en studio, fond vert, etc. Pas du tout. Les palais existent vraiment, et pour une fois, je vais vous mettre des photos et des images parce que c'est un décor de film. C'est un décor qui est génial, ça a déjà été utilisé par d'autres réalisateurs, par exemple Terry Gilliam, et d'autres films l'ont utilisé, mais c'est tellement énorme comme architecture que ça marche super bien. Le seul défaut, c'est que ce sont donc censés être des habitations. Je ne sais pas comment on se sent quand on apprend qu'on vit dans un lieu qui ressemble tellement bien à un bâtiment de monarchie dictatoriale qu'on peut aller y tourner sans quasiment rien changer au décor, parce que je vous jure qu'ils ont quasi rien changé au décor. Donc voilà, je sais pas comment les habitants se sentent maintenant. Il paraît que c'est pas un endroit très agréable à vivre, le Palazzo d'Abraxas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est un petit peu rectiligne et un petit peu rigide, c'est un petit peu dictatorial, c'est vraiment de la construction de régime dictatorial, quoi. C'est de la grosse colonne bien nette, et du béton bien lisse, et quasi noir, et de machin, enfin...
C'est particulier. Et à Ivry-sur-Seine, parce que, alors là pour le coup, je me souviens plus des noms des deux architectes, mais il y a beaucoup de monuments aussi qui ont été créés par Jean Renaudy et René Gaillouste. Ce sont deux architectes qui ont créé un peu partout dans Ivry-sur-Seine des bâtiments en forme d'étoiles et des bâtiments dans des formes très étranges qui font qu'il y a une architecture qui a quasi nulle part ailleurs dans cette ville, juste à côté de Noisy-le-Grand, qui était à quelques heures en périph pour eux pour aller tourner une scène d'après. Donc ils ont tourné en fait à Ivry-sur-Seine et à Noisy-le-Grand dans des décors que vous pouvez visiter sans aucun problème. Je sais pas si on peut rentrer dans le Palacio d'Abraxas sans problème, mais parce que c'est censé être des habitations. Mais en tout cas, pour ce qui est d'Ivry, vous pouvez vous promener dans les rues d'Ivry et vous allez vous retrouver dans les décors de Hunger Games partie 2. Voilà, ça va terminer toute la saga Hunger Games. C'est la dernière fois que je vais en parler a priori. Je pense pas avoir oublié quelque chose de trop important à dire. Et je dirais que globalement c'est une saga que j'aime bien. Je pensais pas l'apprécier à ce point quand elle a commencé à l'époque. Je pensais pas que ça pourrait mener à une quête du héros un peu à la Matrix, mais il se trouve que si. Donc comme quoi, faut se laisser surprendre parfois et faut arrêter de gueuler systématiquement quand il y a une nouvelle saga, un nouveau truc qui démarre, et de dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens quand une histoire n'est pas finie. Des choses qui devraient paraître normalement assez logiques, mais qu'il est bon de rappeler. Vous pouvez pas déjà voir dès le début si une saga va avoir un sens ou pas. C'est les autres films qui vont montrer si ça a de l'intérêt ou pas. Je pense particulièrement à Labyrinthe, où à l'heure actuelle les gens disent que le labyrinthe ne sert à rien, alors qu'on ne sait toujours pas à quoi vraiment servait le labyrinthe. Il n'y a pas eu de réponse très claire. Bref. Voilà, une saga qui se termine et plutôt bonne. Notons d'ailleurs, on a parlé de rapprocher le film avec les attentats terroristes en tout début de vlog. Il me semble que dans un pays proche de l'Inde, je ne sais plus lequel exactement, le symbole du Mockingjay est devenu un symbole de ralliement, de vraie révolte. Alors c'était peut-être que c'est juste passé quelques moments, mais je me souviens qu'il y avait à un moment une histoire comme quoi il y avait des révoltes dans certains coins du monde où les gens faisaient le symbole du Mockingjay et peut-être même le sifflement en plus. Donc si en plus une saga à la base sans doute créée pour divertir par les studios, par l'auteur peut-être pas, mais par les studios oui, peut amener à des choses comme ça, c'est toujours intéressant, et c'est en ça que ce genre d'idéologie est intéressante à transmettre dans ce genre de film, c'est que parfois ça peut faire réagir sur ce qui se passe autour de nous. Voilà, je sais pas si on peut dire à ce point que la saga est aussi importante que ça, mais c'est vraiment une saga sérieuse, c'est pas une saga qui essaye de faire n'importe quoi juste pour faire de l'argent. Il y a des messages à transmettre, il y a des choses à dire, ils ont voulu le faire bien, et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Donc, en ce qui me concerne, je vous encourage à voir les Hunger Games. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!